Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va parler de la pêche, bien sûr. Mais déjà, vous venez de passer une semaine entière au Fénois. C'est votre première fois ici en Polynésie, je crois. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez appris? Quel est le dossier le plus urgent selon vous? L'accueil, d'abord. Regarde, il n'y a pas beaucoup de plateaux de télévision où on vous accueille en vous mettant ces fleurs autour du cou, qui sont aussi le symbole de la bienvenue. Ce qui m'a marqué, c'est à la fois, et vous le savez ici en Polynésie, un attachement très fort à l'État. Vous venez de le montrer, c'est-à-dire l'État régalien qui doit jouer son rôle pour protéger, par exemple, la pêche, mais pour lutter aussi contre les trafics de drogue et de stupéfiants, pour aider les communes, pour aider la jeunesse, bien évidemment. Donc un attachement à l'État. Et de l'autre côté, cette force de la culture polynésienne, cet attachement aux anciens, ce lien avec l'océan, ce lien avec le monde visible et invisible. Ces cultures que j'ai encore vues à l'occasion de ma visite au musée, c'est ce qui fait la particularité, me semble-t-il, la force de la Polynésie et l'équilibre de cette relation avec l'État et avec la France. C'est ça qui m'a frappé, cet attachement à la France, mais aussi cet ancrage profond dans cette culture millénaire qui est là et qui permet à la Polynésie de rayonner dans le Pacifique et d'entraîner la France. Parce que je crois que la Polynésie apporte beaucoup plus à la France que la France n'apporte à la Polynésie. La Polynésie a une force qui entraîne la France dans le Pacifique. Vous êtes rendu dans plusieurs archipels au cours de cette semaine, donc vous avez pu voir l'étendue de la zone économique exclusive. Est-ce qu'elle est suffisamment protégée aujourd'hui, notamment pour ce qui est de la pêche ? Je le crois, il faut toujours évidemment améliorer les moyens qui vont augmenter. Je parle ceux des armées, notre marine intervient. Et s'il y a une place pour la marine française, c'est dans le Pacifique. C'est elle qui opère d'ailleurs, beaucoup plus que les États-Unis d'Amérique, la surveillance sur l'ensemble du Pacifique. Les moyens vont augmenter ? Les moyens vont augmenter. C'était un engagement du président de la République. Donc il y aura des moyens supplémentaires en hommes qui vont arriver pour nos armées, notamment pour la marine. Nous allons parler avec l'amiral qui supervise tous ces dossiers-là. Donc oui, nous sommes là pour protéger la Polynésie, cette zone exclusive économique, cette zone économique exclusive qui est tout à fait remarquable et qui a fait l'objet d'annonces très importantes par le gouvernement de la Polynésie au sommet des océans à Nice et qui a participé du succès grâce à la Polynésie de la France lors de ce sommet des Nations Unies. Donc l'État joue son rôle pleinement de protection, notamment de cette ressource incroyable qui est la pêche et qui permet, il faut toujours le rappeler, c'est la troisième ressource après les perles et le tourisme pour la Polynésie, mais qui permet aussi, dans ce domaine-là, l'autosuffisance alimentaire. Vous évoquiez votre visite au musée de Tahiti et des îles. Effectivement, c'était un peu plus tôt dans la journée. Ce musée, il a été entièrement rénové, restructuré. Il a rouvert au public il y a 2 ans et de nouveaux travaux sont déjà prévus pour une future extension financée par l'État et le pays. Un espace de 750 mètres carrés sur 2 niveaux devrait voir le jour courant 2028. Pour accueillir des œuvres contemporaines. Et c'est un hasard, c'est au musée que nous avons rencontré quelques-uns des 75 Polynésiens à avoir décroché le CAPES cette année. Certains d'entre eux doivent partir dans l'Hexagone sur leurs fonds propres. Ils dénoncent un manque d'équité. Les précisions de Lucille Guichet et Patrick Sinsing. À 24 ans, Hannah Ley vient de décrocher le CAPES de maths, ce concours national qui permet d'enseigner dans les collèges et lycées. Pas de poste vacant en Polynésie, elle est donc mutée dans l'académie de Montpellier, son 3e vœu. Mais aujourd'hui, elle doit financer son billet d'avion et son déménagement. J'ai pas les fonds nécessaires pour pouvoir prendre l'avion et m'installer là-bas. Et du coup, je me retrouve en très grande difficulté parce que quand je me suis renseignée sur les aides, vu que je pensais que je pourrais en utiliser une pour pouvoir partir, il n'y en avait aucune. Comme elle, le ministère de l'Éducation estime que 25 à 28 lauréats polynésiens au CAPES devront partir dans l'Hexagone cette rentrée, sans garantie de pouvoir revenir après leur première année. Ce manque de postes est dû au fait que d'année en année, les Polynésiens réussissent et au fait aussi que de nombreux CIMM ont été attribués à des expatriés et ça, ce n'est pas acceptable. Puisque la priorité, c'est aux Polynésiens tout simplement. Et en tout cas, j'annonce tout de suite que j'ai l'intention de me battre pour permettre à un plus grand nombre de Polynésiens de rester au Fénois et de faire en sorte que les droits des Polynésiens soient respectés.
Car si les enseignants métropolitains bénéficient d'une indemnité d'éloignement, d'une prime pour leur billet d'avion et leur déménagement en Polynésie, l'inverse n'existe pas. Les métropolitains qui viennent ici, ils ont plusieurs primes que nous ne citons pas, nous avons déjà fait le tour. Tandis que nous, quand on se retrouve à être en métropole, nous n'avons pas ce genre d'aide. Aucune. Au total, 75 Polynésiens ont décroché leur CAPES cette année. La majorité d'entre eux pourra rester en Polynésie, mais en anglais et en mathématiques notamment, les postes sont désormais complètement saturés. Et l'un de ces jeunes titulaires du CAPES a justement une question pour vous, Monsieur le Ministre. Bonjour à tous. Alors, ma question est, pourquoi les fonctionnaires métropolitains affectés en Polynésie française bénéficient-ils d'aides financières alors que nous, Polynésiens, qui sommes affectés en métropole, n'en recevons pas, alors même que nous exerçons les mêmes missions et que nous nous éloignons également de notre fénouement. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Il ne faut pas opposer les uns aux autres, je connais trop les termes du débat. Moi, je souhaite que tous ceux qui passent le concours, et je pense évidemment aux enseignants, les Polynésiens, puissent enseigner ici. Il y a évidemment un certain nombre de difficultés, notamment la baisse du nombre d'élèves qui restreint le nombre d'enseignants. Mais s'il y a des injustices, s'il y a des cas qui ne sont pas réglés, je pense à ces 25 cas de Capésiens qui n'ont pas aujourd'hui trouvé ou de poste ici ou qui ne bénéficient pas de la deuxième aide, ce qui pèse évidemment beaucoup sur leur budget, je m'engage ici devant vous à examiner ces dossiers avec ma collègue Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, pour traiter ces sujets. Et d'une manière générale, à travers la relation que nous avons avec les parlementaires, sénateurs et députés de la Polynésie, mais c'est vrai pour l'ensemble des territoires ultramarins, je me suis déjà engagé à ce qu'on regarde ces dossiers. C'est vrai pour les enseignants, ça peut être vrai pour les policiers, les gendarmes, même si là, ce sont des situations un peu différentes, pour que chacun, après le concours, après une expérience aussi ailleurs, ça fait partie de la formation, puis revenir exercer ce beau métier qui est celui de la mission de service public sur le territoire. C'est effectivement une question qui revient d'année en année. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Parce que parfois tout est trop compliqué en France, il y a des situations qui sont trop compliquées et je suis déjà en train de déverrouiller un certain nombre de dossiers. Je pense notamment à la question du passeport talent qui a trop tardé à se mettre en œuvre. Je pense à la lutte contre la vie chère parce que même si c'est ici une compétence du gouvernement, nous allons travailler avec les parlementaires polynésiens pour que là aussi on puisse aider la Polynésie à lutter contre ce phénomène. Eh bien il faut parfois un ministre d'État qui a un peu d'expérience, un ancien Premier ministre, pour faire avancer les dossiers qui sont ressentis, qui peuvent être ressentis comme des injustices et comme des inégalités, et ça, je ne l'accepte pas. Alors, concernant les fonctionnaires d'État, il y a une question un petit peu technique, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est l'ITER, l'indemnité temporaire de retraite, qui a été remplacée par un mécanisme moins avantageux. On sait qu'en France, l'heure n'est pas vraiment à l'augmentation des pensions de retraite. Est-ce qu'il y aura quand même un geste qui sera fait pour ces fonctionnaires d'État à la retraite ? Il faut qu'on regarde ça de près. Moi, je ne peux pas prendre des engagements dans un moment extrêmement difficile pour les finances publiques. On va regarder les dossiers comme tous les autres. On recevait hier soir sur ce plateau la présidente de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie, Cathy Godot, vous a demandé en tout cas à l'État d'agir. Je vous propose de l'écouter. Le constat, il est établi aujourd'hui. Plus de moyens, plus d'effectifs au niveau de l'aéroport, de nos sites maritimes. On a nos enfants polynésiens qui demandent qu'à revenir en Polynésie pour exercer leurs fonctions, les faire revenir et augmenter les effectifs pour lutter contre Donc déjà, c'est possible ? Hier, j'assistais à une opération, il y en a de nombreuses, sous l'autorité du haut-commissaire. Il fait un travail remarquable ici depuis 3 ans, Eric Spitz, des magistrats avec les douanes, la police, la gendarmerie, la police municipale de Papeete et nos armées. C'est une priorité de l'État, c'est son rôle de lutter avec les moyens nécessaires, bien évidemment, contre tous les stupéfiants, l'ice, bien évidemment, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, tout ce qui est dangereux, évidemment, pour notre jeunesse, et dans le cadre, en plus, d'une coopération internationale, je pense à l'ice, avec les États-Unis d'Amérique et l'Australie, puisque la Polynésie est une terre de passage. L'État est au rendez-vous.
on peut toujours lui demander plus de moyens, mais l'État est au rendez-vous. En revanche, ce qui me paraît essentiel concernant l'aïs ou le cannabis, surtout, ce sont les politiques de prévention, les politiques de santé mentale, notamment concernant le cannabis. Il y a l'aïs, bien évidemment, mais parfois on a l'impression que le cannabis, ça n'est pas dangereux. C'est très dangereux, notamment avec le taux, la puissance que dégage aujourd'hui le cannabis et qui fait des dégâts considérables si en plus on le mélange avec l'alcool. Donc nous sommes prêts à aider le gouvernement de la Polynésie, à condition qu'il s'engage pleinement dans ces politiques de prévention. Puisque vous parlez de santé, c'est une compétence du pays, mais ça fait partie des demandes des associations d'avoir un vrai centre de désintoxication. L'État pourrait accompagner le pays pour mettre en place ce centre ? Bien évidemment, avec l'hôpital, avec le pays, nous pouvons les accompagner. Il faut trouver à chaque fois, après, les professionnels bien formés, mais la prévention, souligner la dangerosité, le travail qui doit être fait évidemment à l'école, auprès des familles, la désintoxication, bien évidemment, ce sont des éléments très importants. L'État jouant son rôle, encore une fois, de protection et de lutte contre ces trafics qui sont dangereux parce que derrière, il peut y avoir des gangs, des bandes, beaucoup d'argent et donc il y a des appétits. Mais vous l'avez vu encore il y a quelques semaines, il y a eu des prises très importantes d'aïs, de cocaïne aussi, de cannabis. Et ce travail va être mené en mer, sur terre, en surveillant, menant toutes ces opérations de contrôle à travers une grande mobilisation du pays, des communes avec l'État. Au début de votre visite ici, vous avez rencontré Oscar Temaro et Anthony Géros qui demandent depuis des années l'ouverture d'un dialogue de décolonisation. Je vous propose d'écouter le président de l'Assemblée de Polynésie. L'action coercitive qui a consisté à aller devant une juridiction française pour demander, s'humilier devant un juge pour qu'il impose à l'État de venir dialoguer, pas faire la guerre, pour venir discuter. Et ils ne reconnaissent même pas notre réinscription alors qu'ils ont reconnu la réinscription de la Nouvelle-Calédonie. Juste avant de venir ici, vous avez déclaré qu'outre la Nouvelle-Calédonie, aucun territoire ultramarin n'est dans un processus de décolonisation. Est-ce que votre position a évolué sur le sujet ? De quel point de vue Est-ce que vous entendez ces demandes répétées je les entends. Je discutais avec Oscar, avec Tony, de ces sujets-là. Est-ce qu'ils sont présents autant qu'on le pense dans la société polynésienne ? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que c'était le sujet central des dernières élections territoriales ? Je ne le crois pas. Ils ont été élus, en tout cas. Est-ce qu'on m'en a beaucoup parlé depuis une semaine ? Non, mais vous me posez la question et eux m'ont interpellé aussi sur ces sujets-là. Moi, je suis prêt au dialogue. Je suis prêt à toutes les discussions et la France accepte de participer au C24 au niveau des Nations Unies, y compris quand le sujet de la Polynésie, comme celui de la Nouvelle-Calédonie, mais y compris quand le sujet de la Polynésie est abordé. Ce sont les mouvements indépendantistes qui ont fait le choix d'aller chercher la solution au niveau des Nations Unies. Donc discutons ensemble, tranquillement, en regardant aussi, en écoutant les Polynésiens sur ce qu'ils veulent concernant l'avenir. Regardons de près comment fonctionne le statut d'autonomie, ce qui peut être amélioré. Moi, je trouve, vous voyez, on a un bon équilibre entre le rôle de l'État, incarné ici par le commissaire, les moyens financiers qui sont mis sur la table par l'État et dans l'économie, dans les services publics polynésiens, 222,8 milliards de francs pacifiques en 2024. C'est beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et en même temps, cette aspiration à jouer pleinement son rôle, à contrôler son propre destin, à s'épanouir dans cette région du Pacifique. Je le disais au début de votre journal, c'est cette double culture, cette double aspiration qu'on doit être capable de concilier. Et puis c'est aux Polynésiens aussi de trancher à travers les différentes élections. Le Tavini entretient des liens avec des pays comme l'Azerbaïdjan qui soutiennent leurs revendications d'indépendance. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude ? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il faut lutter contre toutes les ingérences étrangères. Je pense évidemment à la Chine, je pense à la Russie et à l'Azerbaïdjan qui cherchent à jouer un rôle contre la France. Il y a quelque chose... Moi, j'accepte parfaitement toutes les opinions, et notamment celles des indépendantistes. Mais en revanche, participer d'ingérences étrangères avec un pays comme l'Azerbaïdjan, qui n'est pas un modèle démocratique par ailleurs, qui mène des actions
contre la France dans le Pacifique, dans l'Atlantique ou dans l'océan Indien, c'est tout à fait inacceptable. La participation de certains élus à ce qu'on appelle le groupe de Bakou ne me paraît pas très sérieuse et très responsable, mais je laisse les Polynésiens trancher ce sujet. Vous avez passé la semaine auprès du président indépendantiste du gouvernement, Moetai Brotherson. Les relations de travail sont bonnes ? Mais j'ai passé beaucoup de temps à ses côtés, elles sont bonnes depuis longtemps. Il a joué un rôle important, je l'ai dit, ça a d'ailleurs été critiqué un peu parfois dans le mouvement indépendantiste aussi, et pourtant il a joué un rôle très important à l'UNOC à Nice. J'ai passé du temps avec les parlementaires, avec qui j'entretiens des relations très, très amicales et de travail, avec les maires surtout, qui m'ont parlé de sujets très concrets, l'eau, les déchets, la nécessité de garder les jeunes et les populations dans les îles. On a parlé de culture, on a parlé de pêche, tout ça dans un esprit de dialogue et de très grand respect. C'est avec tous, oui. Ici, c'est difficile de ne pas entretenir de bonnes relations avec les uns et avec les autres parce que l'accueil est de très grande qualité, même si les attentes sont très exigeantes, bien évidemment. Et avec Moetai, comme avec tous les autres, nous avons une relation de travail fondée sur le respect des uns et des autres et sur les prérogatives de chacun. Je respecte beaucoup, moi, les compétences, les prérogatives du gouvernement de la Polynésie. Venons-en à un sujet certes sérieux mais joyeux. L'épreuve de surf des JO de Paris 2024 a eu lieu il y a tout juste un an ici à Te Raupō. Une belle réussite qui se prolonge comme on le voit avec Ismaël Tahiyata et Hubert Liao. À Te Raupō, la flamme continue de brûler, même un an après les JO de surf. Et des touristes pressés de voir la vague mythique de la passe de Hab 1. Depuis la fin des trials de la Tahiti Pro il y a 2 jours, les embarcations enchaînent les allers-retours. À terre, Eddie est aux petits soins du site. Ce que je retiendrai de positif, c'est que les touristes sont revenus. Ils sont vraiment nombreux et depuis la compétition de la semaine dernière, le nombre de touristes a triplé. La pointe de Te Raupō, immortalisée par les photographes. Le Pika-Zero où trône la vague jumelle. Elle est la preuve ultime que vous êtes bienvenus à l'endroit où se sont déroulés les Jeux Olympiques de Paris 2024. J'étais là l'année dernière pour les JO. Non, on était à Paris, on les a vécus à Paris. On a suivi depuis Paris. Et ça vous fait quoi de voir le spot en vrille? C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. On sait qu'il y a eu une histoire ici, qu'on a ramené des médailles ici. Et du coup, c'est sympa de venir voir le lieu en personne, quoi. Les pensions de famille, elles aussi, ont le sourire. Ça n'arrête pas depuis ce matin. Changer les housses, dépoussiérer. Tout doit être prêt pour les prochains arrivants. Te Raupō Ouest, la destination par excellence pour les vacances. On a eu des retours de clients, de touristes, les gens sont contents de venir à la presqu'île et on trouve qu'il y a beaucoup à faire à la presqu'île justement, beaucoup de choses à voir et il faut continuer à... Le fait qu'il y a eu les JO à l'époque, peut-être ça aide à attirer les touristes un peu par ici, qui veuillent voir le spot au moins. La marina de Te Raupō a fait peau neuve. 1 an et demi de travaux financés par l'État et le territoire à hauteur de 500 millions de francs. Elle accueillera du 7 au 16 août les surfeurs de la Tahiti Pro, la 6e étape du tour professionnel. Et après la réussite de ces Jeux Olympiques, place aux Jeux du Pacifique 2027. Ce sera à Tahiti, Moorea et Raiatea. L'État a déjà apporté son soutien financier, mais on vous en a demandé un petit peu plus. Est-ce que vous allez accéder à cette demande ? On nous demande toujours plus et c'est normal. C'est 2,5 milliards d'euros de soutien de l'État à un projet. Donc on va continuer à soutenir, à aider, bien évidemment. Mais quelle force ! L'année dernière, la vague a été l'une des images incroyables des Jeux Olympiques de Paris, mais grâce encore une fois à la Polynésie. Et là, les Jeux du Pacifique en 2027 sont en train d'entraîner beaucoup de jeunes. Ils ont une envie de compétition, de médailles, ils les préparent, ils vont participer à tous les Jeux qui peuvent avoir lieu un peu partout, notamment dans la région. Et le sport va être un moyen, condition qui touche tout le territoire. Ça permet aussi de rénover des équipements sur l'ensemble des archipels. Donc c'est encore un élément de mobilisation et de fierté pour la société polynésienne. Vous le disiez, on vous en demande toujours plus, effectivement, plus de fonds. Or, le budget que François Bayrou vient de présenter, c'est un plan de rigueur budgétaire pour 2026. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour la Polynésie ? Vous savez même ce qui vous attend pour le budget des Outre-mer ? Non, nous sommes encore dans les arbitrages, dans les discussions. Évidemment, elles ne sont pas faciles. Vous savez, moi, j'ai été ministre de l'Intérieur, Premier ministre, j'ai gouverné dans des temps difficiles.
je ne pense pas avoir connu une situation aussi difficile que celle que nous connaissons aujourd'hui au plan national, du point de vue politique, du point de vue géostratégique, mais aussi du point de vue évidemment des finances publiques. Donc il va falloir faire des efforts. Mais je me bats, c'est mon rôle comme ministre d'État, pour préserver les politiques publiques les plus efficaces et qui concernent l'ensemble des territoires ultramarins. Écoutez, nous sommes en train d'aider la Nouvelle-Calédonie à se reconstruire. 3 milliards supplémentaires de l'État. C'est vrai pour Mayotte aussi, 4 milliards qui vont être engagés dans les prochaines années. Et je veux garder l'ensemble des politiques efficaces pour les abris contre les intempéries. Nous l'avons vu au cours de ce déplacement, du soutien au sport, je viens de l'évoquer, pour le logement, pour la jeunesse, pour la sécurité. Sur tous ces dossiers-là, l'État doit être présent et ça représente, de mon point de vue, en plus des sommes qui restent raisonnables. Il va falloir se battre. Et fort de l'expérience de cette semaine, je reviendrai avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'arguments pour convaincre les uns et les autres qu'il faut préserver ces budgets. Vous évoquiez la Nouvelle-Calédonie. Question inévitable, vous êtes arrivé juste après la signature de l'accord de Bougival et aujourd'hui, alors que vous vous apprêtez à repartir, cet accord est déjà menacé puisque l'Union calédonienne, l'une des principales composantes indépendantistes, s'y oppose. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cet accord aboutisse? L'accord de Bougival, dont je suis fier parce que je me suis pleinement engagé, est une chance pour la Nouvelle-Calédonie. Et l'ensemble des forces politiques se sont engagées en le signant à défendre l'équilibre de cet accord. Alors évidemment, il faut consulter les bases, il faut respecter l'avis de chacun des partis. La plupart des formations qui ont signé ont déjà donné leur accord. Il y a un débat au sein de l'UC, au sein du FLNKS. Moi, je demande à chacun de bien réfléchir aux conséquences. Un non-accord, une non-application de cet accord représenterait un saut dans le vide pour la Nouvelle-Calédonie, le retour de la violence, l'absence de perspective, alors qu'il faut reconstruire économiquement et socialement ce territoire. Et c'est important pour le Pacifique, parce que depuis un an, avec ce qui s'est passé en mai 2024, avec les émeutes, les destructions, les morts surtout, l'image de la France en est sortie évidemment extrêmement abîmée. La Nouvelle-Calédonie a du mal à reconstruire son avenir et surtout à se réconcilier avec elle-même. Donc, que chacun réfléchisse bien, il reste encore plusieurs jours. Et moi, je suis disponible, je l'ai déjà dit à Emmanuel Djibaou, avec qui j'entretiens des relations de très grande confiance, que j'étais disponible pour apporter toutes les explications nécessaires. Un accord qui va loin et qui permet à la Nouvelle-Calédonie d'avoir un État, une double nationalité, une reconnaissance internationale, une loi fondamentale, un élargissement de son corps électoral parce qu'il fallait mettre fin à des injustices et puis surtout des moyens de reconstruction. C'est important pour l'ensemble du Pacifique et pour la place de la France dans cette région. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir été notre invité, d'être venu sur notre plateau ce soir.